Voilà, bon appétit. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Nelly Ponce. Je suis notamment autrice du livre Océan plastique, enquête sur une pollution globale. Et bienvenue dans cette première table ronde qu'on va parcourir ensemble. Il y a à peine 10 jours, le président Macron s'inquiétait de la baisse de la fertilité et voulait réarmer démographiquement notre pays. Mais ce qu'il oubliait de dire, c'est que parmi les causes de la baisse de fertilité, il y a la pollution chimique à laquelle nos organismes sont soumis quotidiennement. Et ce qu'il omettait de dire, c'est que parmi cette pollution chimique, les bisphénols A, S, F et autres plastifiants font partie des premières causes identifiées par les scientifiques. Du coup, pour reprendre un thème à la mode, effectivement, on a peut-être besoin de réarmer certaines choses, mais peut-être surtout réarmer nos connaissances, notre compréhension des sujets, réarmer notre esprit critique, notre capacité d'analyse. Et je crois que c'est ce que nous allons faire aujourd'hui ensemble. Et c'est une bonne chose. Pour commencer, nous allons parcourir une première table ronde d'état des lieux. Alors, ce n'est pas la plus enthousiasmante, hein, il va falloir la traverser ensemble. Mais j'ai la croyance profonde que c'est parce qu'on va arriver à comprendre la nature de ce à quoi on est confronté qu'on va pouvoir cheminer vers des solutions réelles et réellement efficaces, loin de celles qu'on nous vend le plus souvent, parce qu'elles intéressent quelques intérêts dominants, évidemment. Donc avec moi, pour balayer cet état des lieux, nous avons Angèle Préville, ancienne sénatrice socialiste, qui a coécrit avec Philippe Borloo le livre Plastique, bombe à retardement, qui a fait beaucoup parler de lui. Justine Maillot, coordinatrice européenne du mouvement d'ONG Break Free from Plastic, qui comprend aujourd'hui 123 membres, si je crois, en Europe. Et Michaela Lemeur, anthropologue, qui a réalisé son doctorat au Vietnam, au cœur des problématiques des travailleurs et travailleuses du recyclage et des déchets. Donc, on va directement attaquer dans le dur avec vous, Angèle. Peut-être commencer par nous dire, c'est quoi le plastique ? Parce que il est là partout autour de nous, on est bien d'accord, on le voit, mais en fait, qui sait comment c'est fabriqué ? Quelle typologie de matière on a à faire et à partir de là, quelle typologie de problème ? Voilà. Bien, donc d'abord, merci pour l'invitation et avec le titre Déplastification, vraiment bravo. Alors déjà, le plastique. Alors moi, je suis ancienne sénatrice du Lot, mais j'étais aussi professeure de physique-chimie. Donc je vais vous parler d'abord de ce qu'est ce matériau si problématique. Alors d'abord, le matériau plastique, c'est un polymère, donc une macromolécule très stable qui, en quelque sorte, poserait en dehors du problème de sa persistance dès qu'il a été fabriqué, poserait pas plus de problèmes que cela, encore que c'est déjà un gros problème, mais c'est surtout que le polymère, on y adjoint des additifs, des plastifiants, des charges, et que ce qu'on rajoute n'est pas fixé chimiquement par des liens chimiques, des liaisons chimiques, ce qu'on appelle des liaisons chimiques, mais est posé à côté. Et ce qu'on n'avait pas anticipé à tort ou à raison, sans se poser trop de questions, c'est le fait que toutes ces substances chimiques qui sont placées lors des formulations, quand les industriels fabriquent la matière pour des usages bien particuliers avec certains additifs, c'est qu'ils ne tiennent pas et qu'ils vont s'échapper
tout au long du cycle de vie, et ceci dès le début. Et c'est ce qu'on est en train de découvrir. Et c'est problématique parce qu'il y a parmi tous ces additifs des substances chimiques qui sont, comme le disait Nelly tout à l'heure, des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire des éléments, des molécules qui, en très petite quantité, posent d'énormes problèmes puisqu'ils agissent comme des hormones. Donc voilà pour ce qui est d'abord de la matière elle-même. Donc on n'avait pas prévu ça au départ, on n'avait pas prévu que ces substances allaient s'échapper. Donc ça, c'est une problématique. Et puis après, quand on a fabriqué le plastique, ben c'était très bien parce que c'était un matériau stable, très stable. Et donc maintenant, ça pose problème évidemment, puisqu'on en retrouve tellement dans l'environnement et qu'on en a pour des dizaines, des centaines, voire des milliers d'années d'avoir ces débris. Donc ils ne se décomposent pas dans la nature, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune réaction chimique avec l'oxygène ou avec l'eau. Donc ils vont persister. Ça, c'est d'une part. Et puis après, quand ils vont se retrouver dans les sols, quand ils vont se retrouver dans les océans, ils vont aller se balader partout. Et ils ne vont que se casser, c'est-à-dire se réduire en morceaux de plus en plus petits. Donc ça aussi, ça pose problème, puisque évidemment, plus c'est petit, moins on va pouvoir aller les récupérer, et plus ça va poser de problème pour tous les êtres vivants qui vont les ingérer. Donc voilà le problème de ce matériau qui est le plastique. Alors on distingue, je vais le dire rapidement, les macroplastiques, tous ceux qui sont supérieurs à 5 mm, les microplastiques entre 5 mm et 1 micromètre, et on va appeler nanoplastiques ceux qui sont inférieurs à 1 micromètre et qui posent un problème très important, c'est qu'ils vont pouvoir passer la barrière intestinale, les barrières cellulaires, et que donc on peut s'imaginer, c'est en train de sortir tous ces sujets-là, parce que vous avez vu qu'il y a eu une étude américaine sur les nanoplastiques contenus dans les bouteilles d'eau, et effectivement, on peut se poser d'énormes questions sur la présence en très grand nombre de ces nanoplastiques dans les bouteilles d'eau. Alors pourquoi est-ce que lorsque les plastiques se retrouvent dans l'environnement, par exemple, ils sont un sujet ? Eh bien, ils sont un sujet puisque, comme je l'ai dit, dans le temps et l'espace, ils vont rester très, très, très longtemps. Ils vont relarguer leurs additifs. Mais en plus, ils vont absorber tous les polluants organiques qu'ils vont rencontrer. Parce qu'ils sont hydrophobes, ils vont donc absorber les hydrocarbures, les PCB, etc., tous les fertilisants, tous les herbicides, etc., qui vont traîner. Et il y a des études qui montrent, par exemple, que dans la rade de Marseille ou dans la rade de Brest, sur les microplastiques qu'on est allé rechercher, on a retrouvé des polluants, comme par exemple l'atrazine, qui était un herbicide maïs, interdit depuis l'an 2000, et qui se retrouve là, donc concentré en quelque sorte dans ces microplastiques. D'autre part, les microplastiques ou tous les morceaux de plastique qui séjournent dans l'environnement vont être colonisés par plein de petits micro-organismes, des algues, des mousses, des bactéries, des virus. Et comme je rappelle qu'ils sont là et qu'ils vont rester très longtemps dans l'environnement, eh bien, ils vont, comme des arches de Noé, en quelque sorte, aller balader toutes ces choses-là dans le monde entier, sur tous les océans du globe. Et pour preuve, des déchets plastiques qui proviennent du tsunami de 2011 ont été retrouvés en Floride. Et les scientifiques qui ont examiné ces petits bouts de plastique ont trouvé effectivement des micro-organismes qui n'existaient pas sur le littoral de la Floride, notamment des petits invertébrés, etc. Donc, gros problème éventuellement d'avoir des espèces invasives, des espèces nuisibles, etc. Donc voilà le problème de la pollution. Je ne sais pas si j'ai des... C'est bon au niveau du temps ? Oui, on est bon. On est bon, d'accord. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, je compléterai après éventuellement. Merci Angèle. Du coup, on arrive déjà sur deux grandes idées. Que la première, c'est la pollution chimique et une pollution de nature aussi invisible. On commence à comprendre qu'au-delà de ce qu'on voit, au-delà de la question du déchet, même si on a des problématiques de déchets évidemment sur notre planète, on a une problématique matière avec les plastiques. Et ça, on n'en parle pas assez. Alors du coup, je vais donner la parole maintenant à Justine. Maintenant qu'on sait un peu plus à quelle typologie de matière et de famille de matière on a affaire, Justine qui va nous dresser un état des lieux de la pollution et qui va aussi nous raconter à tous les niveaux de la chaîne de valeur. En fait, on ne parle pas juste de la fin de vie de nos matières et produits, mais dès le début.
Merci Justine. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vais demander à Sébastien s'il veut bien m'aider à mettre quelques images. Effectivement, faire l'état des lieux en 5 minutes, malheureusement, c'est très très compliqué. Et donc l'idée, c'était plutôt d'essayer de regarder sur la chaîne de valeur, voilà, un peu par étape, sur les différents écosystèmes très rapidement. Et donc, pour ce qui est de la chaîne de valeur du plastique, bon, elle est résumée ici, excusez l'anglais, c'était juste plus facile d'utiliser un support déjà existant, mais l'idée c'était vraiment de regarder la chaîne de valeur de l'extraction jusqu'à la fin de vie, et puis de donner quelques clés via quelques photos. Sébastien, si on peut aller à la prochaine, super. Je vais essayer d'aller assez rapidement. Sur l'extraction, je vais pas passer énormément de temps parce que c'est des sujets qu'on connaît assez bien, mais ce que je voulais attirer l'attention sur le fait que, évidemment, il y a de plus en plus de demandes fossiles qui est dirigée vers le plastique, et notamment en termes de pratiques, les pratiques de fracture hydraulique, notamment qui sont en train de se développer énormément aux États-Unis et au Canada, ont beaucoup pour déboucher la pétrochimie. Donc voilà, donc ça c'est quand même des choses à prendre en compte. Donc dès l'extraction des matières premières, sachant que 99% des plastiques sont faits à partir de matières fossiles, que ce soit du pétrole, du gaz, dans certaines régions du monde plutôt du charbon, évidemment avec tous les impacts qu'on connaît, notamment les impacts climatiques en termes d'émissions. Pour ce qui est de la production, j'ai mis quelques images ici, c'est aux États-Unis. C'est un des gros pôles pétrochimiques qui est juste à l'extérieur de Houston, avec 600 plants pétrochimiques dans cette zone-là. Je vous la montre parce qu'en Europe, on en voit moins ces images. Mais les produits qui sortent de cette zone à côté de Houston, les 4 principaux pays qui importent ces produits sont la France, la Belgique, l'Italie et les Pays-Bas. Et donc c'est des images qu'on voit moins, mais c'est des images, ces plans-là contribuent à former les plastiques qu'on utilise au quotidien ici. Évidemment avec des impacts énormes, comme vous pouvez l'imaginer, sur l'environnement en termes d'émissions, sur l'eau qui est autour, sur les communautés locales. On aura peut-être l'occasion d'en revenir. Souvent, ces industries sont implantées dans des zones plutôt racialisées, plutôt à faible revenu, avec des impacts en termes de droits humains qui sont aussi très importants. Si on va à l'image suivante, je voulais aussi rappeler que la production, c'est aussi ça, c'est-à-dire le transport, parce qu'on a effectivement la plupart des matières premières, des précurseurs du plastique vont être transformés. L'image de droite, vous en avez peut-être parlé, on approche les 1 an. C'est un train qui a déraillé en plein milieu des États-Unis l'année dernière avec du chlorure de vinyle, qui est la matière qui permet de faire du PVC. Et le train a déraillé, on voit assez bien sur l'image ce qui s'est passé. C'est un gaz qui est effectivement extrêmement inflammable, et ça a duré pendant des jours et des jours, l'incendie. Et donc voilà, il y a aussi cette dynamique de ces matières sont transportées, et avec tous les risques qui sont associés au transport. Plus récemment, et nos collègues de Surfrider qui sont dans la salle peuvent aussi probablement en parler plus, un exemple d'un conteneur, autant pour moi, qui a été perdu au large du Portugal avec plus de 25 tonnes de granulés plastiques qui donc ont été déversés sur les côtes espagnoles. Donc ça, c'est en Galice, c'est des photos de volontaires de Surfrider, et c'est aussi des pollutions qui sont très importantes, qu'on voit peut-être moins dans les médias. Il y avait eu une grosse perte auprès du Sri Lanka il y a quelques années, et voilà, qui montre bien aussi du fait de ce commerce global de la matière plastique et de ses précurseurs, des impacts tout au long de la chaîne de valeur. Donc voilà, c'était pour montrer quelques exemples, et évidemment beaucoup de ces produits sont effectivement toxiques ou contiennent des matières dangereuses. Quand on arrive à la consommation, alors là, il faudrait beaucoup plus d'images parce que les secteurs d'utilisation, quand on en arrive à la consommation, sont très larges. J'en ai mis quelques-uns ici. On pourrait rajouter le textile, on pourrait rajouter les pneus, on en parlait hier, et plein d'autres filières, mais en termes d'impact. Donc évidemment, tout le plastique utilisé dans le secteur de l'agriculture, en termes d'impact microplastique directement sur le sol, c'est quelque chose qui est extrêmement préoccupant. On a effectivement beaucoup parlé l'impact du plastique
dans les milieux aquatiques et marins. Et effectivement, c'est essentiel, mais plus ça va, plus on regarde le sol. Et plus on cherche et plus on trouve, évidemment et malheureusement. Et donc, effectivement, plutôt sur des aspects microplastiques. J'ai mis la question des contenants alimentaires parce que c'est quand même une source d'exposition chimique qui est extrêmement importante. Et donc là, plutôt sur la question de la pollution chimique du fait des produits chimiques qui sont ajoutés dans le plastique. Donc, Angèle, on a mentionné les bisphénols, les phtalates, les PFAS qu'on retrouve énormément dans les contenants alimentaires. Juste pour donner quelques chiffres, la dernière étude qui est sortie, on avait jusqu'à présent 13 000 produits chimiques, substances chimiques utilisées dans les plastiques. Il y a une nouvelle étude qui dit que c'est plutôt 16 000. Sur ces 16 000, il y en a plus de 10 000 pour lesquels on n'a en fait pas de données sur juste la sécurité, et 3 000 pour lesquels on sait que ces substances chimiques ont des propriétés dangereuses. Et sur ces 3 000, on en a 4% qui sont régulés au niveau international par plus différentes conventions. Donc 4% seulement, tout le reste est utilisé sans aucune réglementation. Et donc ça pose vraiment des soucis et des questions vraiment importantes parce que, comme Angèle le disait, ces produits chimiques, ils ne sont pas fixés au plastique. Donc, typiquement, dès que ça va être de la nourriture, notamment chaude, dès qu'on va mettre au micro-ondes, dès qu'on va réutiliser, dès qu'on va chauffer, il y a vraiment une interaction entre la nourriture et ces produits chimiques, dont on sait que ce sont des perturbateurs endocriniens, etc. Et beaucoup dont on ne sait pas les impacts. J'ai aussi mis la maison parce que des fois, on oublie un peu, mais on est vraiment exposé par le fait de tout ce qui est en plastique dans notre maison, parce que justement, il y a ce relargage de microplastiques, etc. Il y a un nouveau rapport qui est sorti assez récemment sur l'inhalation comme source d'exposition au quotidien. Et le rapport montre que pourrait y avoir jusqu'à 5 000, voire 6 000 microplastiques par mètre cube d'air. Ça fait beaucoup. Ça ferait potentiellement une inhalation de 22 millions de microplastiques ou nanoplastiques par personne et par an, ça fait énormément. Voilà, pour le coup, c'est absolument pas visible. Évidemment, ici, on pourrait faire une étude de la salle. Bon, on s'en sort plutôt bien parce qu'on a la chance d'être dans un bâtiment ancien. Mais voilà, c'est vraiment des sources de pollution pour nous-mêmes et pour l'environnement auxquelles on ne pense pas forcément. Mais c'est tout autour. Je vais passer sur la fin de vie. Alors, j'ai choisi quelques images, il y en a évidemment beaucoup, mais pour montrer un peu, effectivement, il y a évidemment la pollution macroplastique qu'on connaît assez bien, avec les impacts qu'on connaît sur la biodiversité, sur les animaux. On a vu des images, et sur directement les écosystèmes, la pollution effectivement plutôt microplastique, la question du sol qui apparaît de plus en plus d'études aussi sur l'impact par exemple de l'épandage des boues d'épuration, etc., où on se rend compte qu'effectivement l'échelle de la pollution est vraiment très très importante. J'ai mis un incinérateur aussi parce que c'est quand même une pratique très courante en France et en Europe. Et là aussi, c'est moins visible. On voit les fumées, mais on se rend moins compte des impacts des produits toxiques qui émanent de l'incinération. Avec des impacts directs, encore une fois, sur le sol, sur les communautés autour. J'imagine que vous avez vu les articles sur on ne peut pas consommer les œufs autour de l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine, par exemple, en région parisienne. Et aussi, la photo qui est en bas, c'est une pile de cendres d'un incinérateur aux Pays-Bas et qui attend d'être intégré dans des routes donc de construction. Et donc voilà, on va remettre ces produits toxiques dans notre environnement avec tout ce que ça implique. Sur les photos à gauche, c'est aussi des photos qu'on a plus l'habitude de voir. C'est des décharges à ciel ouvert, celle du haut juste à côté de Nairobi, que j'ai eu la chance, si on peut dire ça, de visiter en marge des négociations sur le traité. Donc c'est la plus grosse décharge d'Afrique de l'Est et où je crois entre 25 et 30 mètres de plus
qu'il y a 30 ans du fait des déchets qui s'accumulent comme ça et comme ça, avec évidemment tout ce que ça a comme implication pour les collecteurs de déchets. Je pense que Michaela en parlera beaucoup mieux que moi. Et dans la photo en Malaisie également, donc pareil, une pollution qu'on voit là très macro, mais qui aussi implique une pollution chimique et une pollution microplastique à terme. Et donc voilà, qui infuse tous les écosystèmes, je dirais. Et je vais finir pour rappeler aussi, juste voilà, que ça nous impacte tous directement en termes de santé. J'ai mentionné quelques chiffres et tout au long de la chaîne de valeur. Donc la photo du haut, c'est de nouveau aux États-Unis, un des autres gros pôles pétrochimiques qui est en Louisiane, entre Baton Rouge et la Nouvelle-Orléans. Et cette région s'appelle Cancer Alley pour une raison, donc l'allée du cancer, pour une raison très claire que évidemment le taux d'impact en termes de cancer qui sont détectés, en termes d'impact respiratoire, ils sont très importants. Il y a un tout nouveau rapport qui vient de sortir de Human Rights Watch, qui a des données scientifiques dedans, juste pour donner 2 chiffres. 20 en termes de naissance à petit poids, je ne sais pas comment on dit, naissance avec des bébés qui sont vraiment faibles et petits. 27% des naissances, c'est 3 fois la moyenne nationale aux États-Unis. Sur les naissances à terme, avant terme, on est pareil à 25-26%, aussi proche de 3 fois la moyenne nationale. Donc on voit vraiment encore une fois un impact sur les communautés qui est vraiment très important. Et donc là on est sur la production. Pour ce qui est de l'impact au niveau de la chaîne, au milieu de la consommation, en termes d'impact, comme je disais, des produits chimiques, mais aussi par juste l'air qu'on respire, ça impacte tout le monde dans le monde, qu'on soit proche ou non d'un site de production. Et si on regarde sur les collecteurs de déchets, on a beaucoup échangé avec les collecteurs de déchets anaérobies qui nous expliquaient que en termes de fausses couches, en termes évidemment de problèmes respiratoires, en tout cas les chiffres et les histoires semblaient très très importantes par rapport à d'autres régions du monde. Donc voilà, je suis ravie qu'on puisse bientôt parler des solutions, parce que c'est pas réjouissant, mais j'ai essayé de donner peut-être une perspective un peu plus large en gros, c'est partout, c'est tout au long de la chaîne de valeur. Il y a des éléments qu'on voit moins en Europe parce qu'on est moins impliqué. On a peut-être plus l'habitude d'avoir un incinérateur qu'un site d'extraction. Et pourtant, ça nous concerne tous. Merci beaucoup. Merci Justine. Donc effectivement, tout ce qui vient d'être dit est vraiment important. La pollution océanique, c'est historique. On a beaucoup parlé de l'océan parce que c'est grâce à des océanographes et des marins qu'on a commencé à comprendre qu'on avait un souci avec cette matière. Mais depuis que la recherche scientifique avance, il faut savoir que la découverte des microplastiques, de cette fameuse fragmentation, date de 2004 seulement. Donc c'est très récent. Donc nos scientifiques sont en train de courir après les chiffres, après les démonstrations. Et ce qu'on peut retenir, c'est que partout, absolument partout où ils cherchent des traces de plastique, ils en trouvent. Ça a été dit, dans l'air, dans les sols, absolument partout. Donc sur la dimension économie, filière, vous aurez l'occasion d'y revenir dans d'autres tables rondes. Là, on va être plutôt sur les conséquences, les impacts, et on va continuer avec Michaela, et c'est très important parce qu'on parle beaucoup d'écologie, on parle beaucoup de santé, on parle beaucoup d'écosystème. On ne parle pas assez, je trouve, de la dimension sociale de ce sujet. Donc merci Michaela de nous éclairer là-dessus. Merci. Est-ce qu'on peut passer, merci beaucoup. Je pense que c'est la présentation, c'est ça. Il y a des petites images qui vont s'afficher. Excusez-moi, je démarre bizarrement. Alors, je voulais prendre appui pour évoquer ces sujets sur une étude de cas, on pourrait dire, sur le Vietnam, où j'ai enquêté. Pardon, merci. J'aurais peut-être dû éviter les animations. Mais donc, je vais prendre appui sur une étude de cas, donc celui du Vietnam, et aussi sur des images d'une exposition de médiation scientifique interdisciplinaire qui me permettent, moi, de retraverser les questions qui ont déjà été traitées ici avec d'autres mots, mais une exposition qui s'appelle « Matière plastique des vies sauvages », qu'on a réalisée avec 2 collègues de sciences de l'environnement, françaises et vietnamiennes, Émilie Strady et Kiulet Wichung, sur des questions de pollution plastique au Vietnam. Et on a appelé cette exposition ainsi parce qu'on a trouvé intéressant de réfléchir à la domestication
des ressources naturelles, on pourrait dire, comme les hydrocarbures, qui est un processus long de domestication de la matière pour produire des matières plastiques, mais que d'une certaine manière, cette domestication échappe très largement aux humains, puisque ces matières plastiques ont tendance à retourner à l'état sauvage. Donc c'est une manière un peu de redire différemment ce qui a été dit ici. Et sur le cas du Vietnam en particulier, moi j'ai enquêté dans un village de recycleurs, donc on peut passer à la diapositive suivante, qui est situé dans les environs de Hanoï. Un village qui s'est spécialisé dans le recyclage des plastiques et où, j'ai tendance à dire, des maisons bourgeoises poussent sur des tas d'ordures, puisqu'il y a une espèce de mythe, enfin, c'est ce que j'ai écrit dans un livre qui s'appelle Le mythe du recyclage, de mythe de transformation de ces matières plastiques usagées, de ces déchets en l'or des recycleurs, en tout cas une ressource pour certains acteurs locaux. Mais ce recyclage repose sur un travail effectivement notamment de ces femmes qui, historiquement, au Vietnam, ont collecté des matières. On est dans un pays qui a quand même été longtemps marqué par des pénuries, et donc le rapport à la matière et à la préservation de la matière est singulier dans ce pays qui s'est ouvert au commerce international au tournant des années 90 avec les chutes des blocs, du bloc soviétique, du mur, etc. Et donc on a ces femmes qui historiquement ont été habituées à collecter des matières pour les réutiliser, les réintégrer dans des processus productifs, et qui là finalement deviennent les petites mains d'une sorte de recyclage globalisé, puisque ces matières, ici dans ce village, sont importées effectivement de l'international, et en particulier pour schématiser des pays du Nord. Et donc là, on rejoue en fait une question en termes d'inégalité, de rapport de production nord-sud. Et donc moi, je voulais insister sur ces travailleuses des déchets qui, au départ, sont des paysannes qui, pour certaines, ont même perdu leurs terres et leurs champs et qui deviennent ouvrières, intérimaires dans des usines de recyclage des plastiques. Donc vous voyez cette dame ici qui est sur des films polyéthylène haute ou basse densité. C'est un peu la spécialité de ce village, c'est ce polyéthylène haute ou basse densité qui est réinjecté dans des processus productifs locaux. On peut passer à l'image suivante. Je trouve intéressant aussi de réfléchir ce que je disais tout à l'heure, ce mythe en termes de désir, parce qu'il y a un vrai désir d'extraction de la part de nombreuses personnes qui s'investissent dans ce secteur local du recyclage et de transformation de la matière. Et vous voyez ici un ouvrier qui actionne, en fait, on peut mettre, voilà, exactement ce processus ici. Ici, c'est une petite schématisation d'un processus de la transformation matérielle du plastique. On part de films plastiques recyclés qui vont être broyés, nettoyés et puis réinjectés dans des extrudeuses. Donc, c'est la machine maîtresse de la plasturgie, l'extrudeuse, et qui vont être transformés en petites pépites progressivement, donc des pellets. Et vous voyez cet homme-là qui l'a mis à son oreille comme un joyau. Et donc, il y a vraiment cette idée que c'est l'or des recycleurs, c'est leur minerai, c'est d'une certaine manière ce vers quoi ils aspirent, à savoir une espèce de désir entrepreneurial de s'extraire de sa propre condition. Et donc, j'aimerais qu'on garde aussi l'idée qu'il n'y ait pas une forme de victimisation pure et simple de ces différentes personnes qui sont aussi elles-mêmes dans leurs propres désirs, leurs propres choix, plus ou moins contraints, particulièrement contraints bien sûr, mais d'essayer de se projeter en fait dans ces désirs de recyclage et d'extraction sociale de la part de certains de ces travailleurs locaux. Et effectivement, leurs désirs, en fait, ils sont complètement soumis, comme je le disais tout à l'heure, à ce système qui est en fait globalisé de la circulation des matières. Et on le disait tout à l'heure, les matières plastiques sont issues de l'extraction des hydrocarbures, et donc les cours des matériaux plastiques sont soumis aux cours du pétrole. Et en fait, dans mes enquêtes de terrain au Vietnam, moi, j'étais assez étonnée de voir que dans une campagne vietnamienne, quand on discute avec les personnes sur leurs revenus, elles disent c'est la roue de la fortune parce que les cours du pétrole se sont effondrés, les cours des matières plastiques aussi, d'une certaine manière. Et donc on voit aussi comment, à l'autre bout de la planète, dans des contextes très très éloignés de nous, on a en fait des répercussions très franches sur ce qui peut se décider dans des marchés financiers des matières. Donc je trouve intéressant de réfléchir avec ces allers-retours permanents entre des visions plus proches et des visions plus lointaines de nous. Voilà.
Et donc peut-être dernière image, pour continuer mon étude de cas de ce village des recycleurs du nord du Vietnam, c'est la question de la santé de l'environnement et de la santé humaine, puisque ici vous voyez une image de la rivière qui coule, qui est un bras du fleuve Rouge, puisqu'on est dans une région de delta. Et à l'époque où j'ai enquêté, et je ne suis pas tout à fait capable de vous dire si depuis ça s'est amélioré, mais de toute façon l'environnement est profondément dégradé, c'est que les usines de recyclage, qui sont en fait des petites usines familiales, n'étaient pas du tout contrôlées et rejetaient leurs eaux usées directement dans la rivière. Et on voit bien ici le flux noir en fait, qui arrive chaque jour avec un débit assez impressionnant d'eau chargée de matière en suspension, tout ce qui allait avec les plastiques, et puis aussi des plastiques fragmentés, et tout ce qui amène. Donc on est dans un pays où on a des problèmes déjà de gestion des déchets, on a des services de collecte qui sont en difficulté pour gérer la production de déchets, et il y a eu une espèce de boom de la consommation d'emballages plastiques à usage unique, que le Vietnam produit d'ailleurs massivement maintenant. C'est devenu un grand producteur et exportateur de sacs plastiques, gobelets plastiques, etc. On a un pays qui a des difficultés pour gérer ses déchets et qui en plus se retrouve à gérer un peu la pollution qui n'est pas prise en charge par les pays exportateurs des matières détritiques plastiques. Voilà. Donc on a un espèce de un double fléau, et localement ça se traduit par des conditions de vie qui sont profondément dégradées. Et donc voilà, je pense que à travers cette étude de cas, on a un peu, on rebrasse un peu toutes les questions. Et donc je vais m'arrêter là avec ce tableau tragique, mais on pourra continuer à en parler. Merci Michaela. Pour ceux qui sont intéressés par cette dimension-là, je vous invite notamment à lire le rapport de l'ONG Gaïa, sur lequel moi je m'étais appuyée pour mon enquête, puisque je n'avais pas été directement sur le terrain dans ces pays. Et on voit notamment toute la géopolitique et la géostratégie mondiale qui est en jeu quand en 2018 la Chine a décidé de fermer la porte à une grande partie des importations de plastique soi-disant recyclable, puisqu'une immense partie ne l'était pas. Il y a eu tout un transfert vers l'Asie du Sud-Est. Donc le Vietnam a fait partie de ces terres d'accueil massives d'un coup de nos déchets, avec aussi des mouvements de corruption, de mafia locale. Enfin, c'est vraiment affligeant. Donc cette dimension humaine, je vous invite aussi à la parcourir. Elle est fondamentale et il est important qu'on ne l'oublie pas. On ne vit pas tous dans la même réalité et par rapport à ces matières plastiques. Alors peut-être avant de vous donner la parole pour un tour d'échange et de questions-réponses, on va se refaire un tout petit tour de table parce que d'expérience, je sais que les questions de santé humaine interrogent beaucoup et que les études scientifiques sont récentes. Il y en a qui sortent des fois presque chaque mois. C'est difficile à suivre, de faire une veille sur ce sujet-là. Donc on va se refaire un petit tour de table sur ce que nous dit la science à date. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne sait pas, avant ensuite de vous donner la parole pour une série de questions. On repart avec Angèle. Voilà, merci. Donc, on a parlé tout à l'heure des perturbateurs endocriniens. Donc, je rappelle que les perturbateurs endocriniens agissent comme des hormones sur nos corps, également sur les animaux, bien sûr, que de très petites doses provoquent de gros effets, on peut s'en douter, et que donc sont à l'origine de certainement des cancers hormonodépendants, des pubertés précoces, etc. Donc des problèmes qui sont liés à nos hormones. On a cité les bisphénols. Alors pour l'instant, les bisphénols ont été interdits dans les biberons, mais ils restent toujours présents, notamment dans les emballages alimentaires, ce qui pose de gros problèmes. Mais on n'a pas parlé des retardateurs de flamme. Or, comme les plastiques sont à base d'hydrocarbures, ce sont des produits qui brûlent très facilement. Et on est allé mettre à forte dose des retardateurs de flamme dans plein d'objets qui sont dans notre quotidien. Je voudrais mentionner, parce que quand on avait fait le rapport, moi j'avais été particulièrement choquée d'entendre que dans les mousses polyuréthane, dans les textiles qui sont sur les fauteuils de voiture, on met, pour des causes de normes en fait, pour que ça ne brûle pas trop facilement, et encore, des études montrent que comme retardateur de flamme, ça se pose là parce que finalement ça ne retarde pas énormément.
Par contre, ces produits qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont juste posés à côté des macromolécules, s'échappent en continu. Et pour ce qui est des textiles, des fauteuils de voiture, ils sont imbibés à 30% de retardateurs de flamme. Et au bout de 3 à 6 ans, ils n'en contiennent plus du tout. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'ils se sont échappés. Et notamment, le gros problème que ça pose, c'est que vous vous en doutez, dans un habitacle tout petit comme une voiture, eh bien, ces produits qui se sont échappés sous forme de poussière ou sous forme de gaz, eh bien, si vous ne veillez pas avec une voiture neuve à l'ouvrir et à aérer continuellement pour qu'il s'échappe, eh bien, vous respirez ça à plein poumon et que donc vous allez avoir possiblement des problèmes de santé à cause de ça. Alors, ces retardateurs de flamme, ils sont actuellement beaucoup remis en question, notamment parce que vous avez vu qu'il y a une étude qui est sortie sur les pompiers, qui, évidemment, quand ils interviennent lors des incendies, arrivent dans des lieux où brûlent ces mousses polyuréthane qui sont dans les canapés, dans les matelas, etc. Et que donc, eux vont inhaler à forte dose, et que des études aux États-Unis ont montré que les pompiers sont particulièrement affectés par des maladies chroniques et notamment des cancers. Donc voilà, c'est un sujet émergent qu'il faudra regarder, mais également, moi je le dis, parce que j'ai rencontré dans mon département le lieutenant-colonel des pompiers du Lot, qui m'a dit oui, mais nous en France, on est davantage protégés parce qu'on a des masques, etc. À voir. Et de toute façon, pour nous tous, pour ce qui est des matériaux neufs que nous avons dans nos maisons, veillons. Moi, je le disais toujours à mes élèves, hein, si vous sentez que, comme vous dites, ça sent le neuf, méfiez-vous beaucoup, les vernis, etc., l'école, et ces produits-là, aérez beaucoup pour faire en sorte que vous ne soyez pas dans un environnement trop chargé dans ces produits-là, que vous allez respirer à plein et qui donc vont avoir un effet sur votre santé. Donc voilà ce que je voulais mentionner au sujet de toutes ces matières chimiques. Et après, comme on l'a dit tout à l'heure, sur ce qui est de l'impact, parce que Justine, tu l'as dit tout à l'heure sur les problèmes en agriculture. Moi, je tiens à dire que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans les microplastiques, il y a ceux qui sont générés par l'usure, les pneus, le textile, et le sujet des textiles est un sujet extrêmement important, mais il y a également les microplastiques intentionnellement ajoutés. Il faut savoir, mais ça, moi, je l'ai découvert quand on a fait le rapport, je ne me doutais pas qu'on avait fait des choses comme ça. On a mis des microbilles dans les lessives, et quand on a rencontré tous les grands fabricants de lessives, et où, quand je découvre, je dis « Ah bon, mais vous faites ça ?» C'est-à-dire les petites billes, enfin les petits objets de couleur que vous avez dans la lessive, c'est du plastique dans lequel on a encapsulé du parfum. Et pourquoi on fait ça? Eh bien parce que lors de la lessive, ça va se diffuser, bien évidemment, ça va migrer et ça va donner l'odeur. Mais après, quand tout s'en va avec l'eau de rinçage, ça part dans l'eau, ça part dans l'environnement directement. Donc, vous savez, parce qu'on en a beaucoup parlé, qu'il y en a dans des cosmétiques, il y en a dans des détergents et il y en a dans des fertilisants. C'est-à-dire qu'on on encapsule des produits dans du plastique de manière justement à ce que ça se diffuse au fur et à mesure, et notamment dans les fertilisants. Donc, on a beaucoup à agir pour justement éviter cette mise en environnement de quantité phénoménale de petits bouts de plastique. Et maintenant, je voudrais juste terminer, je ne vais pas être plus longue, sur l'impact que ça a. Alors déjà, on a parlé pour notre santé à nous, c'est évident, les microplastiques, et notamment ceux qui sont issus des fibres textiles. Il faut savoir quand même qu'on vit en ce moment une grande mutation sur l'utilisation des fibres, et notamment avec une proportion, j'ai vu qu'en 2018, c'était les 2/3 qui étaient du polyester sur la fabrication des vêtements. Je pense que c'est encore davantage maintenant. Or, tous ces textiles-là, quand il y a des microfibres qui sont émises par le lavage, et notamment pour les tissus polaires en quantité phénoménale, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du plastique. Ça va rester pour des dizaines, des centaines, des milliers d'années dans notre environnement. Donc, c'est un gros problème. C'est très léger, ça va voler partout. Vous lavez une veste polaire, il y a des millions de microfibres qui vont aller dans l'eau déjà. Vous la faites sécher dehors, il y en a plein qui sont détachés, qui sont dessus et qui vont s'échapper dans l'air. Donc voilà, c'est un gros souci. Et après tout ce que j'ai dit sur
tous les microplastiques qui sont dans l'environnement, macro, micro. Juste une petite chose, pourquoi ça pose un problème sur la biodiversité, c'est-à-dire sur la santé animale très concrètement? Eh bien, comme je l'ai dit, ils sont colonisés, les bouts de plastique, quand ils séjournent dans l'environnement, dans les sols, dans l'eau. Ils vont avoir une odeur, parce qu'il y a des mousses, parce qu'il y a des algues. Et donc, c'est pourquoi les animaux vont exactement aller. Un oiseau marin, il va aller pêcher un bouchon qui flotte, parce qu'il va penser que c'est de la nourriture. Et donc, vous avez vu l'image tout à l'heure qui est bien connue, des oiseaux marins dont l'estomac est entièrement rempli de plastique, pour cette raison-là. Donc, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas juste que les animaux ne savent pas bien distinguer ce qui est leur nourriture ou pas. C'est des pièges qu'on leur met, en fait. Donc, nous, on n'ira pas consommer ça, mais nous, on est, comme on l'a dit tout à l'heure, on va être soumis à tous les problèmes comme on l'a signalé, de tous ces micro- et nanoplastiques qui vont être dans tout ce qu'on peut consommer comme les moules, les huîtres, etc. Parce qu'elles en contiennent, ça y est, on le sait. Hein. Et puis après, sur les migrations, parce qu'il y a un problème de migration. Un plastique, comme je l'ai dit, il y a des substances chimiques dedans. Quand on les chauffe ou quand on les met en contact avec du gras, c'est connu ça. Le gras fixe notamment, historiquement, comment on fabriquait un parfum. On prenait de la graisse et on posait les pétales de fleurs dessus. Parce qu'on savait ça depuis longtemps, que dans le gras, tout va diffuser. Eh bien, c'est la même chose. Vous mettez du jambon dans une barquette plastique. Ah, problématique. Parce que dans le gras du jambon vont aller toutes les substances. Voilà, je ne vais pas être plus longue. Non, je m'amusais juste à vous imaginer rentrer à la maison après et regarder tout autour de vous, dire il y a de quoi devenir parano. Hein, mais, c'est pour ça qu'il faut acheter du vrac. C'est ça l'état des lieux. On est obligé de le balayer parce que quand on commence à parler solutions, il faut savoir de quoi on parle en fait. Est-ce que vous avez envie de compléter, Justine, Michaela ? Oui, moi je veux bien compléter, mais en disant effectivement que tout ça est très inquiétant, mais qu'il faut aussi réaliser les inégalités d'exposition à ces substances. Et le cas des pompiers est intéressant parce qu'il y a vraiment une exposition professionnelle et il y a aussi des expositions qui sont territoriales, qui sont liées à là où on habite. Et ça, c'est très documenté aussi par les sciences sociales, de montrer les inégalités environnementales. Et effectivement, comme le disait tout à l'heure Justine, il y a tous ces mouvements, par exemple, contre l'installation d'un incinérateur, qui sont souvent dans des espaces qui sont déjà marginalisés. Et donc, il y a vraiment aussi des luttes territoriales autour de ces questions d'exposition qui ne sont pas une affaire égale. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne vis-à-vis de ça. Et donc ça, je crois que c'est quand même un des éléments forts à se rappeler. Et c'est des inégalités qui se distribuent à l'échelle internationale, mais qui se distribuent aussi à l'échelle très locale dans les villes. Et donc ça, être attentif à ces questions-là, je pense que c'est aussi important de se rendre compte de ce à quoi on peut avoir accès selon son pouvoir économique, ce de quoi on peut s'extraire par sa capacité socio-économique, etc. Et ce de quoi on ne peut pas s'extraire quand on est dans une situation extrêmement contrainte. Très rapidement, peut-être juste pour faire le lien aussi avec une table, effectivement je pense que la question de l'exposition et du fait que en fait, les plus vulnérables sont souvent les plus exposés. Juste pour faire le lien avec le droit sur deux éléments, c'est vrai que parce qu'on voit bien sur microplastique, l'argument souvent opposé, c'est oui, il y en a partout, mais on ne sait pas vraiment quels effets. Et donc là, je pense que la question du principe de précaution et d'autres éléments de droit se pose vraiment. Et un autre souci, notamment sur les produits chimiques qu'on voit souvent, c'est le lien de causalité. Et ce qu'on appelle l'effet cocktail, c'est-à-dire que dans notre environnement, on est tellement soumis et exposés à des produits chimiques, on ne sait plus vraiment si c'est le phtalate de notre contenant en plastique ou si c'est autre chose. Et c'est un argument qui a souvent été opposé pour dire, vous voyez, on ne peut pas démontrer que c'est exactement ce lien de causalité. Et je pense que là aussi, c'est intéressant de regarder les outils juridiques qui peuvent aussi permettre d'avancer sur ce sujet. Parce qu'effectivement, on le sait tous, tout ça on le sait pour les produits chimiques, l'impact. Pour les microplastiques, il y a moins d'études, mais à chaque fois qu'il y a une étude qui sort, ça va évidemment plutôt dans un sens inquiétant. Merci.
Merci beaucoup. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais j'imagine que vous avez vous-même beaucoup de questions. Peut-être avant de vous donner la parole, vous dire aussi le lien avec les autres sujets. La pollution plastique fait partie, enfin le plastique dans tout son cycle de vie fait aussi partie des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, donc participe au changement climatique de plusieurs manières, les émissions de gaz liées à sa production, son usage, mais aussi parce que ces impacts dans l'océan remettent en question le rôle de pompe à carbone de l'océan à travers les impacts sur le phytoplancton notamment. Il remet en question des causes au niveau de l'alimentation, au niveau mondial. On sait aujourd'hui que l'activité des vers de terre est soumise à perturbation avec la pollution chimique que représentent les plastiques et aussi les microplastiques en tant que particules. On sait aussi aujourd'hui que les nanoplastiques rentrent dans les plantes par les systèmes racinaires et vont aller avoir un impact jusque la semence, donc jusqu'au patrimoine génétique de nos semences. Donc pour vous dire qu'en fait l'état des lieux il est infini. J'ai l'impression qu'on est en train de courir après la documentation d'une pollution qui nous dépasse largement. Et peut-être qu'on pourra avoir l'occasion d'y revenir, mais on a un souci avec nos outils d'analyse. Ça a été dit, l'effet cocktail, c'est très difficile à analyser. Les nanoplastiques, c'est un monde nouveau pour les scientifiques, etc. Et évidemment, interaction entre pollution plastique et crise de la biodiversité, puisqu'on est passé assez rapidement sur les écosystèmes, mais on sait que ne serait-ce que les macrodéchets causent le décès de plus de 100 000 tortues et mammifères marins par an et plus d'1 million d'oiseaux par an, uniquement pour les cas documentés. On n'ose même pas imaginer ce qui se passe en vrai. Et si vous allez dans la fosse des Mariannes, qui est le point le plus profond des océans connus à ce jour, au large du Japon, on est plus profond, on est à près de 11 km sous le niveau de la mer, donc plus profond que ce que l'Everest est haut, 100% des mini-crustacés là-bas ont du plastique dans l'estomac. Donc tout ça, c'est un monde que nous sommes en train de découvrir, d'où l'intérêt de commencer tout de suite par dire déplastifier, c'est ça l'idée, c'est ça l'enjeu. En fait, on ne va pas arriver à ça en conclusion en fin de journée, on va partir en présupposé dès la première table ronde. Et j'arrête de parler, je vous donne la parole. Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants ? Bonjour, merci beaucoup pour vos présentations. Ça fait un peu froid dans le dos, mais je pense que c'est absolument nécessaire pour toutes les conversations qu'on aura par la suite. Il y a une problématique sur la pollution chimique en général, qui est, il me semble, la mise à disposition des compositions chimiques par notamment les industriels, par les personnes qui créent ces composants. Et je me posais la question si c'est également le cas pour le plastique, à quel point les scientifiques, les personnes qui essayent d'analyser la présence des polymères dans l'environnement ont ces connaissances-là. Et sinon, est-ce que ça ne pose pas question et problème sur justement notre connaissance publique sur la présence du plastique dans l'environnement? Oui, très bonne question. Vous pointez là un gros problème. Enfin, vous ne le savez pas peut-être, mais les industriels sont protégés par le secret des affaires. Et donc, ils ne sont pas tenus à donner la composition chimique de tous les additifs qu'ils peuvent insérer dans leur plastique. C'est le gros problème auquel on se confronte. Et évidemment, il faudra, en quelque sorte, venir par ce qu'on est en train de constater pour obliger, en quelque sorte, cette transparence que nous n'avons pas. Donc voilà, c'est un vrai sujet, hein, ça, sur justement, et aussi doublé du fait que le plastique est à part parce qu'on n'a pas intégré quelque part que ces substances allaient sortir du plastique. C'est ça aussi le problème. C'est pas identifié comme un polluant éternel ou comme un polluant organique persistant. Pour l'instant, le plastique n'est pas considéré comme ça. Donc, c'est un vrai sujet sur lequel, voilà, moi, quand j'étais sénatrice, je me suis battue, j'ai essayé de pousser, mais on est bloqué par cette histoire de secret des affaires. Donc, il y a de la protection inscrite très haute dans la Constitution chez nous, hein, sur les industriels et sur leur liberté. Et donc, voilà, liberté où voilà, c'est
santé publique, etc., biodiversité. À un moment donné, il faudra rentrer dans le vif du sujet par rapport à ça. Merci. Vous voulez compléter? Parce que c'est là qu'on voit que le sujet est éminemment politique. Ce n'est pas uniquement un sujet de citoyen mal éduqué, sur lequel on va faire reposer des bons gestes pour se sortir de la crise. C'est que là, on touche du doigt tout de suite le cœur du problème. Je pense que vous l'aborderez dans la table ronde suivante sur les freins, notamment le poids des lobbies avec Dorothée Moisan, mais c'est un vrai sujet. Est-ce que vous avez envie de compléter ? Très très rapidement en complément, donc effectivement notamment aussi sur les flux, parce que les membres de Break From Plastic ont essayé de faire un peu une carte des flux, notamment des États-Unis sur l'Europe, et en fait même sur les différents mélanges qui arrivent dans un même lieu pour ensuite faire du plastique, on n'a pas d'informations et on sait que tout se croise, mais c'est pas un flux qui est facile à mettre en lien direct comme ça. Et juste peut-être un tout petit mot, parce qu'évidemment il y a une réglementation européenne sur les produits chimiques REACH qui au moins a cette obligation d'enregistrement, etc., en tout cas pour un certain nombre de quantités, mais pour dire que les monomères sont intégrés dans cette obligation d'enregistrement, mais pas les polymères, parce que historiquement ils ont été considérés comme plus stables. Et ça, c'est un de nos sujets et une lutte à l'heure actuelle, c'est de faire en sorte que les polymères soient aussi, pour qu'on ait au moins un minimum d'informations sur les polymères au-delà des monomères. Je me permets un petit complément sur aussi une controverse qui n'est pas terminée sur les plastiques oxofragmentables, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et qui donne aussi une idée du secret qui entoure les processus de fabrication. Il y a eu toute la question de savoir est-ce que la fragmentation des plastiques est une biodégradation, qui est une controverse alimentée quand même par des formes de lobbying. Et il y a des interdictions qui ont été installées, mais à l'échelle internationale, si je ne m'abuse, c'est pas du tout encore universel. Enfin, l'interdiction des oxofragmentables. Et moi, je l'ai vu au Vietnam, où on avait des plastiques qui étaient vendus comme des sacs plastiques, notamment dans les supermarchés, qui étaient vendus comme des sacs plastiques écologiques parce qu'ils se dégradaient dans la nature. Mais en fait, le principe, c'était que c'était des polymères dans lesquels on avait ajouté des additifs de métaux lourds qui accéléraient la fragmentation, mais pas du tout une biodégradation par des processus biologiques. Et donc, ça, on le voyait avec les industriels qui ajoutaient. Et moi, j'avais rencontré un industriel français qui disait « Moi, éthiquement, jamais j'utiliserai ça. C'est de la poudre de perlimpinpin parce que ça vient casser les chaînes polymères et c'est complètement instable. » Mais en fait, il y avait une espèce de tabou quand même chez les industriels sur l'usage de ce type de procédés et de leur labellisation comme écologique. Voilà. Oui, bonjour. J'avais une question. J'ai deux questions en fait. La première, c'était la fameuse carte de crédit ingérée par les humains. Est-ce vrai ou pas? Est-ce que l'une de vous peut y répondre? Et deuxièmement, vous n'avez pas beaucoup parlé. Enfin, bien sûr, vous, Michaela, on avait parlé un peu par rapport à votre sujet d'étude, mais du recyclage et de toute la mythologie autour du plastique qui se recycle et la difficulté qu'on a du coup à convaincre nos amis d'arrêter d'acheter des bouteilles en plastique. Alors, sur le recyclage, je ne sais pas si... Parce qu'en fait, on avait la mission état des lieux et après, il y aura plein d'autres tables rondes, donc on ne voudra pas trop empiéter, mais ça fait partie des solutions complexes. Est-ce que quelqu'un veut répondre sur les méta-analyses qui ont permis de dire 5 grammes par semaine qu'on ingérait? Oui, alors, il y a des études qui sont sorties qui en fait remettent en question cette histoire de la carte bleue là qu'on ingérait par semaine. Ça dépend des individus, ça dépend de plein de choses. Et puis, ça a été un calcul empirique qui a été fait, je suppose, par je ne sais plus quelle ONG qui a sorti ça. Et ouais, voilà, et donc, après, c'était un bon signal pour alerter. Et ça, c'est déjà bien. Après, ce n'est pas tout à fait comme ça. Mais cela dit, avec tout ce qu'on entend et tout ce qui sort, on peut se poser des questions sur effectivement la quantité qu'on ingère. On sait déjà qu'on en ingère tout le temps des plastiques, qu'on en inhale, qu'on en mange avec ce qu'on mange. Et après, comme je le dis, ce n'est pas le seul sujet. On a le sujet des produits chimiques qui est peut-être un sujet plus préoccupant encore.
Oui, les chiffres sont soumis à débat chez les scientifiques. Tout ça, c'est des modélisations. Donc, c'est que ce soit la contamination dans les écosystèmes, au niveau de la santé humaine. Ce qui est sûr, c'est qu'il est démontré qu'on boit, on mange et on respire quotidiennement du plastique. Ça, là, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, si on compte l'échelle nano, micro, on ne va pas avoir les mêmes quantités. Voilà. Il y a des débats, mais ça ne change rien à l'état des lieux. Après, ces images-là sont véhiculées par les ONG parce qu'elles sont importantes pour nous, citoyens, pour se dire « Waouh, il se passe quoi ?» Les scientifiques sont plus frileux parce qu'ils ont un besoin de rigueur. Voilà. Donc après, il y a ce jeu d'alerte, en fait, de lanceurs d'alerte qui utilisent ces images, mais la réalité est bien celle-là, en tout cas. Je voudrais juste rajouter quelque chose parce que sur tous ces sujets-là, il faut savoir aussi qu'on n'est pas tous égaux quand on consomme la même chose par rapport à notre corps, notre métabolisme. J'ai fait, parce que je suis très investie sur ces sujets-là, j'ai fait faire, il y a un peu plus d'un an, une analyse de cheveux quand j'étais sénatrice, avec une trentaine de mes collègues sénateurs. Bon, c'est vrai qu'on ne vit pas tous au même endroit, etc. Mais donc, ce qui est ressorti de là, cheveux pour rechercher tous les pesticides qu'on pouvait avoir dans nos cheveux, les métaux lourds, les terres rares, etc. Et donc, il y avait de grandes disparités. Bon, on ne vit pas sur les mêmes territoires, on ne consomme pas de la même façon, mais ce qui était ressorti de là, c'est que finalement, on n'était pas tous égaux par rapport à la pollution et à la façon dont notre corps allait gérer les choses, évidemment, peut-être les éliminer ou pas. Donc, sujet aussi important à voir, c'est l'inégalité qu'on a par rapport à ça. Merci. Sur le recyclage, je vous invite à rester sur les tables rondes suivantes. Spoiler alerte, ça ne va pas le faire. Mais il y a une dame qui lève la main là. Oui, bonjour à tous, Monique Chiesa, collectif des riverains de Pont-de-Croix. Je voulais vous faire part de notre préoccupation assez importante. Nous sommes sur Nappe-de-Croix à Arles, donc c'est 300 000 habitants qui profitent de cette manne magique d'une eau de très belle qualité. Par contre, notre souci, c'est que sur la Croix, bien, nous avons des cultures, nous avons des plastiques. Quels sont les effets de ces plastiques agricoles qui sont déposés, pas vraiment recyclés, qui traînent là sur les prairies? Est-ce qu'on a un doute quant à la percolation de ces déchets ultimes de plastique qui peuvent percoler dans notre nappe phréatique? Alors, je viens d'apprendre récemment, avant-hier, que le CIMCRO va faire des recherches des PFAS. Ça, c'était une demande que nous avions depuis très longtemps. Enfin, en février, on aura cette recherche-là. Mais en tant que citoyens, ne devons-nous pas insister pour en faire une recherche de plastique et éventuellement de plastique en décomposition avec effectivement tous ces noms chimiques qui nous terrorisent un petit peu, sachant qu'à la base, c'est une eau de belle qualité qui arrive des montagnes, qui arrive de Serre-Ponçon, qui n'est pas polluée par de l'industrie. Donc ce serait dommage d'arriver ici sur site et de la gâcher totalement par une mauvaise gestion de nos terres agricoles. Voilà, merci beaucoup. Merci. Justine, peut-être, est-ce que vous avez envie de répondre? Je peux essayer, je ne connais évidemment pas le cas et je ne suis pas scientifique. Donc, mais évidemment, ça, effectivement, je pense que les inquiétudes, elles sont là tant du fait des plastiques en tant que tels, parce que de fait, il y a une dégradation avec le temps en microplastique dans le sol. Combien de temps ça va prendre pour arriver potentiellement jusqu'à la nappe phréatique, c'est difficile à dire sans avoir vraiment une étude qui est faite sur place, et aussi depuis peut-être combien de temps ces plastiques sont là. Mais il y a aussi potentiellement la question de ce qui a été utilisé pour traiter ces cultures-là. Donc on parlait des fertilisants plutôt, et donc là c'est une autre source de microplastique direct. Et donc c'est évidemment, la question de l'utilisation du plastique en agriculture, c'est vraiment, je pense, un des gros sujets qui monte sur le plastique de la même façon que les textiles ou des pneus, parce que c'est aussi des utilisations qui sont peut-être plus difficiles à remettre en cause que une bouteille à usage unique. Donc je pense que si vous avez l'opportunité effectivement de pouvoir faire des études, ça serait important, mais je peux juste vous donner un peu ces éléments généraux sans connaître évidemment la typographie ici et tout ça.
Au même titre que c'est poussé au niveau marin, l'étude de microplastiques comme polluants doit rentrer en compte, et c'est un sujet politique en fait à pousser pour dire dans l'analyse des eaux, il faut aussi commencer à chercher ça. À l'heure actuelle, c'est pas fait. Sur les eaux souterraines, je sais qu'il y a une étude qui est sortie aux États-Unis qui a montré la contamination des eaux potables souterraines. Et par rapport à la pureté de l'eau qui arrive des montagnes, je suis désolée de vous apprendre qu'il pleut et il neige du plastique au-dessus de nos montagnes. C'est-à-dire que toutes les émanations de fibres, de pollution liées aux pneus volent, en fait, se déplacent sur des grandes distances. On se demande aussi si les plastiques océaniques n'ont pas réintégré le cycle de l'eau. Donc en tout cas, on sait que dans les retombées atmosphériques, donc la contamination, elle est aujourd'hui partout. En revanche, je confirme que c'est un vrai sujet, le plastique agricole, notamment au niveau des filières aussi de recyclage après. Dans le Gard, un centre de tri m'a dit récemment, on avait un endroit où on envoyait en Espagne jusqu'à il y a peu de temps, mais là en ce moment on n'a plus rien. Enfin, ça bouge tout le temps, ce système de filière. Peut-être que dans les tables rondes suivantes, vous pourrez aussi avoir plus de réponses là-dessus. Le micro circule, qui c'est qui l'a? Voilà. N'hésitez pas, si vous voulez compléter à un moment donné, Michaela. Je veux bien dire quelque chose. C'est pas vraiment pour répondre, mais par rapport à ce qui a été dit, je trouve intéressant de penser métabolisme, parce qu'on parle métabolisme du corps, mais aussi on parle de métabolisme urbain, et on pourrait élargir cette idée de métabolisme bien plus loin à des cycles biogéochimiques, on pourrait dire. Et donc du coup, sans avoir fait de mesure, je pense que quand on pense métabolisme, de fait, on pense circulation, transformation matérielle par les sols, par les eaux, et donc on ne peut qu'imaginer. Et je pense qu'on a tendance parfois à sectoriser, à dire il y a des filières humaines et puis il y a des processus naturels. Et non, en fait, tout ça est, d'un point de vue métabolique, imbriqué. Et ça se joue, oui, à l'échelle de la ville, à l'échelle du corps, à l'échelle... Et donc ça c'est peut-être un élément de réponse. Oui, bonjour, merci pour la présentation très intéressante. Moi, j'avais une question sur l'incinération qui avait été évoquée par rapport aux impacts des fumées, etc. Donc, il y a des pays où les infrastructures, les déchets sont brûlés à l'air libre. Donc, évidemment, on se doute que les impacts sur la santé sont vraiment délétères. Mais il y a aussi le cas d'Ivry, d'autres incinérateurs où il y a eu effectivement des cancers, des problèmes médicaux divers. Moi, je posais la question de ce qu'il en est aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu des suites judiciaires par rapport à ces questions-là? Est-ce qu'aujourd'hui, les industriels de l'incinération avancent le fait que les filtres sont performants, que tout va bien, en fait? Et moi, je m'interrogeais vraiment par rapport à ce sujet. Oui, sur les cas juridiques, je ne saurais pas dire. Je ne sais pas si d'autres, pour le cas de la France, seraient capables de répondre. Mais c'est évidemment toujours un gros sujet. Évidemment, il y a une réglementation, en tout cas en Europe, qui est un peu plus importante sur les incinérateurs. Ça ne change pas, évidemment, vu tout ce qui est brûlé dedans, que ce qui est produit en termes de toxines, etc. On le voit bien. Donc c'est toujours un gros sujet. Je pense qu'il y a quand même une évolution des consciences sur le fait que c'est pas une solution et que effectivement pour l'instant c'est ce qui est utilisé pour gérer la masse de déchets. Mais récemment, par exemple, l'Union européenne a considéré que financer un incinérateur, même un incinérateur avec récupération d'énergie, c'était pas un financement vert. Bon, voilà, on avance doucement sur la réflexion. En même temps, c'est quand même une technologie qu'on continue de vendre dans plein d'autres pays du monde. Et donc, effectivement, ça pose question parce qu'il y a cette idée ça permet de gérer la masse. Mais c'est aussi pour ça que j'ai montré les cendres. C'est-à-dire qu'il y a deux aspects. Il y a vraiment l'aspect émission, donc émission pour le climat et émission en termes de toxines. Et puis, il y a ensuite qu'on se retrouve avec ces masses de cendres. Et souvent, c'est 15-20%. Donc, c'est quand même énorme. Et donc, d'une certaine façon, ça ne fait que déplacer le problème. Alors oui, c'est contenu par rapport à brûler en zone complètement ouverte, mais ça fait que déplacer le problème. Où vont ces cendres? Généralement, elles peuvent être aussi exportées, donc en termes de transport, etc., c'est aussi un problème. Donc en fait, oui, c'est vraiment une vraie préoccupation. Et voilà, et l'idée, c'est d'en sortir complètement. Et améliorer les réglementations ne va pas suffire à
à ne plus poser de problème en termes de santé, environnement, etc. Oui, alors je vais compléter. En fait, le souci, c'est sur, comme l'a dit Justine, c'est sur la masse des déchets qu'on a à gérer et des déchets ultimes, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On enfouit? Parce que si on n'incinère pas, c'est ce qui va être fait. Moi, dans mon département, par exemple, on ne gère pas les poubelles ultimes. Donc, dans le nord du département, ça part à Brive, incinération, et dans le sud, ça part à Montège, dans le Tarn-et-Garonne, pour enfouissement. Si on ne brûle pas, c'est l'enfouissement. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Alors, il y a eu des progrès faits dans l'incinération. Aucune des solutions ne sera bonne. Et peut-être qu'on va revenir à ce qu'on a dit au début, il faut réduire. Il faut faire en sorte qu'on n'ait pas à gérer tout ça. Or, on a un problème de plus en plus important, c'est la gestion. Alors, on fait du tri, etc. Bon, ça, dans une autre table ronde, je pense qu'on en reparlera sur le recyclage qui est un mythe, etc. Et on n'est pas sorti non plus pour les mêmes raisons, pour la raison de la quantité et du coût. Mais pour ce qui est des poubelles ultimes, même si on a mis le compostage, etc., on en aura toujours. Et qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère? Parce que c'est ça, c'est enfouissement ou on brûle. C'est ça. Donc, quelle est la meilleure solution? L'enfouissement, on sait très bien, on le voit. Vous avez peut-être vu dans une émission récente où on voit dans les Pyrénées-Atlantiques des zones anciennes d'enfouissement qui sont au bord du Gave du Pau et qui sont naturellement remises à jour par la rivière. C'est une catastrophe totale. Comment on fait pour gérer ces trucs enfouis depuis les années 60-70 qu'on a mis là pour se débarrasser et qu'on a à gérer avec un coût exorbitant maintenant? Donc voilà, je pense que le maître mot, ça va être réduire absolument la quantité de nos déchets et agir pour qu'on n'ait plus autant d'emballage et pour que chacun, alors même si les citoyens, évidemment, ne sont pas les seuls à pouvoir gérer les choses, hein, mais voilà, d'avoir en tête que le premier mot, ça doit être réduire. Bon, voilà. Merci. Je vois que le temps passe. Si on ne veut pas prendre de retard et laisser la parole à tous ceux qui arrivent, je pense que pour cette première table ronde, on a quand même essayé de dresser un état des lieux assez transversal. J'ai beaucoup aimé la notion d'organisme. Moi, j'aime aussi cette question de systémique. On voit bien que la problématique, elle est systémique. On ne peut pas raisonner en silo. La question de la réduction va être au cœur. Et on a vu pourquoi. On vous donne juste 2-3 chiffres avant de partir. On produit aujourd'hui plus de 460 millions de tonnes de plastique par an. Près de la moitié, donc environ 40% concerne la demande en emballage. Si on rajoute l'usage unique, on arrive à peu près à la moitié de la production mondiale. Et dans le rapport que Angèle avait coécrit avec Philippe, on apprend que 81% des plastiques mis sur le marché aujourd'hui vont à la poubelle en moins d'un an. Donc, entre ceux qui vont à la poubelle, les 50% en quelques heures ou quelques jours seulement et en moins d'un an, on voit bien qu'on est quand même face à des quantités monumentales. Donc, avant de raisonner, en raisonnant solution, il est aussi important d'avoir en tête les volumes colossaux que nous sommes en train de brasser. Et c'est exponentiel. Il est annoncé un triplement de la production mondiale de plastique dans les scénarios business as usual d'ici 2050-2060 selon les modèles. Voilà, donc on vous laisse avec plein de questions, mais c'était l'objectif. Et on va avoir les autres tables rondes pour y répondre. Et on vous souhaite bon courage. Et puis... j'ai pas envie de finir comme ça, alors on va dire qu'on va cheminer de manière enthousiaste vers une appropriation collective de ce sujet pour trouver les solutions, les vraies. Merci beaucoup aux intervenants et à bientôt. Et je voulais juste vous préciser que si vous voulez approfondir le sujet, vous avez le formidable ouvrage de Nelly Pons, Océan Plastique, Déplastifier sa vie également. Le rapport parlementaire Plastique, une bombe à retardement que vous pouvez trouver gratuitement en téléchargement sur Internet, sur le site du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et vous pouvez acheter ces livres qui sont en démonstration
quand vous sortirez à la fin du colloque à la librairie Actes Sud, puisque nous avons à Arles la chance d'avoir cette magnifique librairie dans laquelle vous aurez un espace dédié à la déplastification. Voilà, et lors des autres tables rondes, vous aurez également d'autres auteurs, autrices d'ouvrages relatifs au plastique. Voilà, donc n'hésitez pas à les rencontrer, à éventuellement dédicacer si vous achetez un ouvrage. Et voilà, je vous incite à approfondir et à acheter les ouvrages de Nelly et des autres. Merci.